bonjour, c'est Andrzej. Je dirais que je suis triste, mais en fait, je ne le suis pas parce que j'accepte simplement ce qui arrive. Et la fin arrive, la fin est proche. La fin des motos sportives. Mais, comme vous le savez, lorsque vous allez à un concert, les meilleures chansons arrivent toujours en dernier. Et les voici. Vous savez, peut-être que je dramatise un peu, ou peut-être pas tant que ça. À mon avis, je ne fais que deviner, vous voyez. C'est juste une supposition. Il me semble qu'il nous reste encore 10-20 ans de production de motos sportives. Et ensuite, il ne restera plus que des petits ateliers ou justement des départements spéciaux des constructeurs qui se spécialiseront dans la fabrication de motos pour le circuit, pour les track days ou pour la compétition. Et les voici. Yamaha R7, Yamaha R6, Yamaha R1 en spécification GITR. Le genre de moto avec lesquelles vous entrez dans un showroom Yamaha et dites « Bonjour, je voudrais une moto de course ». Il demande « Quelle capacité ?» Tu dis « Un 700 bicylindres ». Non, non, je plaisante. Tu dis que tu veux une moto pour le circuit? Très bien, tu peux choisir. Je préfère prévenir parce qu'il y a eu une situation désagréable avec la Yamaha R3. Parce qu'un jour, j'ai dit qu'on pouvait aller acheter une Yamaha R3 G8R. Et un ami y est allé, il a dit « Bonjour, je voudrais en acheter une ». Et on lui a construit une Yamaha avec des pièces bizarres. Donc, assurez-vous de commander une Yamaha R7, R6 ou R1 G8R ou G8R. Peu importe comment on l'appelle. Quels sont les avantages? Eh bien, tout simplement, ces motos fonctionnent et mon Dieu, comment elles fonctionnent. Je vais bientôt passer à la conduite, mais d'après mon expérience et sûrement celle de tous ceux qui ont construit une moto de course, il y a généralement quelques obstacles en cours de route. Vous savez, parce que vous commandez des pièces, vous cherchez ces pièces. Évidemment, on essaie souvent de trouver des pièces un peu moins chères. Elles arrivent ensuite et elles ne vont pas tout à fait. Vous savez, il faut parfois tirer un peu sur le carénage. Ici, les petits ensembles ne s'ajustent peut-être pas parfaitement et c'est agaçant. Oui, je sais, d'accord. Je voulais simplement qu'on mette un peu de côté l'aspect financier, parce que les gentlemen et les dames ne parlent pas d'argent, alors laissons de côté cet aspect financier et concentrons-nous sur des choses agréables qu'ils passent. Je me suis énervé d'innombrables fois en commandant une pièce qui, au final, n'allait pas tout à fait. Et ici, tout est censé s'adapter parfaitement du premier coup. Plug and play, comme on dit joliment en anglais. Il y a d'ailleurs eu une initiative Yamaha GYTR Pro Shop, c'est-à-dire des salons, des ateliers, des concessions moto spécialement créées pour servir les clients qui veulent construire une machine pour le circuit. Vous venez et vous construisez la moto selon vos propres spécifications et vous avez la certitude que ces pièces s'adaptent, fonctionnent bien, sont réglées pour votre moto et vous êtes des gens heureux, sans stress. Et maintenant, attention, il y a même une garantie là-dessus, d'1 mois. Ce sont des machines de course, donc vous avez une garantie d'1 mois sur les pièces, c'est le plus important. Construire rapidement la moto et rouler, vérifier que tout fonctionne bien. Enfin oui, sûrement oui. Je suis curieux de savoir comment fonctionne la garantie sur le moteur, car il s'agissait de la garantie sur ces pièces. Je vais encore me renseigner, me documenter et tout écrire dans le journal. Comme d'habitude, il y aura plus de détails dans le journal, car il y a vraiment beaucoup de détails, puisque la liste des pièces disponibles pour la Yamaha R7 comprend 600 articles. Vous savez, on peut un peu s'y perdre, mais en ce qui concerne la base pour la R7, la R6 et la R1, c'est à peu près la même chose. Donc, nous avons des carénages de course qui sont conçus par des équipes de course, parce que vous savez, les carénages ressemblent à ceux de route, mais ce n'est pas simplement des emplacements pour les phares qui ont été bouchés, et c'est tout. Non, ces carénages, ils sont conçus pour la compétition, c'est-à-dire qu'ils offrent une meilleure circulation de l'air, amènent mieux l'air vers les radiateurs et, encore une fois, ils s'adaptent parfaitement. Donc, dans chaque cas, vous recevez des carénages. Important, les carénages ne sont pas peints, donc je pense qu'il sera peut-être possible de commander aussi l'option peinte dans ces couleurs, mais d'après ce que j'ai vu, pour l'instant sur les photos, vous recevez simplement la moto avec un réservoir bleu et des carénages blancs. Peu importe. Ensembles Racing, guidon, modification du système de freinage. Ça, c'est en fait standard sur toutes, c'est-à-dire la suppression de l'ABS, même sur la R1, ce qui prouve que j'ai raison quand je dis que, avant d'aller sur circuit, il faut modifier les freins de la R1 de série, ne serait-ce qu'en changeant les durites de frein. Mais le GITR va plus loin, car non seulement les durites de frein sont changées,
L'ABS est supprimé, mais même les pistons des étriers d'origine sont remplacés. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ou alors, on peut s'acheter des petits bijoux comme ceux qu'on voit ici, auxquels je vais venir dans un instant. Un autre faisceau, électrique, un autre ECU, c'est-à-dire l'ordinateur de gestion. Et ce qui est important sur toutes les motos, je ne suis pas sûr pour la R7, mais je pense que oui, parce que pourquoi pas. C'est certain, sur la R1 et la R6, vous avez accès à ces réglages, c'est-à-dire que vous disposez d'un logiciel avec lequel vous pouvez vous amuser et même endommager votre moto. Parce que c'est comme ça que ça finit. Si vous commencez à bidouiller les cartographies, tout ça, parce que vous pouvez régler séparément chaque vitesse, chaque plage de régime, ce qui s'y passe, le mélange, donc le plus probable, c'est que vous allez tout simplement tout casser. Donc il vaut mieux ne pas le faire. Mais si vous avez ces connaissances, ou si vous connaissez quelqu'un qui les a et peut vous aider à tout régler, alors vous pouvez le faire. Mais ne vous inquiétez pas, car des réglages standards sont préinstallés, vous pourrez toujours y revenir. Les systèmes d'échappement, tous les systèmes d'échappement, en plus d'être des systèmes d'échappement complets, c'est-à-dire que sur la R1, on peut soit avoir des collecteurs en titane, soit simplement la cartouche arrière et le silencieux central. Attention, un silencieux central est utilisé sur toutes les motos simplement pour réduire le niveau de bruit et les performances sont toujours les mêmes qu'avec une batterie ou un convertisseur catalytique retiré. Et regardez comme les mots batterie, convertisseur catalytique et mappé pour que les motos puissent respirer librement se ressemblent. De manière standard, ces versions JITR, pour que vous sachiez comment regarder les prix qui seront bientôt annoncés sur le site, n'incluent pas la suspension Öhlins, ce qui, en fin de compte, n'est en aucun cas une tragédie, car nous avons eu l'occasion de tester aujourd'hui des motos routières, entièrement routières, sur des slicks. Pour l'échauffement, chaque modèle à tour de rôle. Et honnêtement, si tu es fluide, si tu es un amateur comme moi, tu peux vraiment t'amuser avec la suspension d'origine et seulement ensuite l'améliorer. Sauf si tu fermes simplement les yeux et que tu cliques, 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 alors là tu ne seras certainement pas déçu. Parce que tu as le choix entre seulement les cartouches Öhlins à l'avant et à l'arrière, tout l'amortisseur. Ou bien tout le kit de suspension complet comme ici sur cette, oh mon Dieu, R1 de l'espace. Donc comme je le dis, la liste des achats est énorme, surtout en ce qui concerne la R1 parce que évidemment c'est une moto haut de gamme, donc on peut aussi dépenser de l'argent de façon haut de gamme dessus. C'est pourquoi nous ne roulions pas avec des modèles, vous savez, vraiment de série GITR. Qu'ils passent, laissez-les passer. Mais nous roulions avec des modèles, vous savez, renforcés, c'est-à-dire avec une suspension avant Öhlins complète, une suspension de très haute qualité, entièrement réglable et conçue pour offrir une adhérence et un confort de conduite inégalés. Et ces freins, ces étriers, oh mon Dieu, et ce maître cylindre de frein qui assurait une puissance de freinage phénoménale et une sensation de contrôle absolu, permettant des arrêts précis et sécurisés en toutes circonstances. Freiner avec cette moto, c'était une véritable orgie. Au début, c'était si doux, tout était agréable, puis on appuyait et il y avait une telle force de freinage que ça faisait parfois mal. Ce sont des étriers GP, je pense que 4RX, quelque chose. Brembo, cher, très cher. Et par exemple, en ce qui concerne, enfin vous savez, c'est super, mais on peut faire un peu moins cher, parce que par exemple, Yamaha propose dans cette liste de toutes les pièces, par exemple des plaquettes de frein Brembo Z04, qui changent déjà beaucoup la caractéristique de freinage sur ces motos, et à mon avis, c'est tout à fait suffisant. Mais si on a de l'argent à investir dans les motos, ou si on aime tout simplement le faire, alors allez-y, et la limite est quelque part très haute, parce que, attention, il existe aussi des pièces G8R Pro qui incluent un réservoir de carburant dans le style WSBK, c'est-à-dire comme celui du WSBK. Toute la partie arrière, c'est-à-dire le sous-châssis en carbone, comme en WSBK, les carénages de WSBK, ils sont complètement différents. L'amortisseur de direction est placé à un autre endroit. Il y a aussi une électronique Marelli différente. En fait, vous pouvez vraiment vous construire une moto presque identique à celle du Superbike en WSBK. Bien sûr, là-bas, c'est déjà très prototype, mais vous recevez une moto avec un bras oscillant différent, avec un autre système de levier à l'arrière. C'est tout simplement un équipement incroyable, vraiment hors du commun. Je peux imaginer comment elle roule car j'ai déjà piloté la moto d'endurance de Wojcik du championnat du monde et vous savez, ce sont de petites différences, mais elles font la différence. Les petites différences font la différence. Pour revenir au sujet, car je n'ai pas beaucoup de temps, il y a déjà une longue file d'attente pour discuter. Ces trois motos partagent en réalité un caractère similaire. La maniabilité est un aspect fondamental.
la Yamaha, c'est véritablement le summum mondial en termes de vitesse d'entrée en virage, démontrant une agilité et une précision exceptionnelles. Sa tenue en courbe est également remarquable, permettant des trajectoires fluides et stables. Ensuite, pour la sortie de virage, c'est plutôt le domaine de cette machine qui excelle dans la puissance et l'accélération pour propulser le pilote hors de la courbe avec une efficacité remarquable. Ici, nous avons 74 chevaux, ici 100 et dans ce cas, 20 ? Quelque chose comme ça. Vous savez quoi? Ils ne nous ont même pas donné la puissance. Ici, on a 200 chevaux, ça sortira mieux des virages, car il faut monter dans les tours. Ici, pas besoin de monter dans les tours. Ici, c'est toujours pré-ripé. Et elle sort du virage, mais ensuite, la puissance n'arrive pas. Mais la R7 nous a vraiment tous surpris par le plaisir qu'elle procurait. Parce que, vous savez, c'est comme ça. Il faut être un peu jeune dans sa tête quand on entre dans un virage et croire que l'avant va accrocher, puis simplement relâcher le frein plus tôt, s'engager dans le virage à cette vitesse et voir que, eh bien, ça marche. Il a tourné, il a tenu la trajectoire, ou alors on rétrograde agressivement, on relâche l'embrayage, on fait glisser la moto et oh, ça a marché. Je suis vivant. Il est entré dans ce virage, il sort du virage, poum, la poignée à fond et oh, ça colle. Mais ça commence à bouger un peu, 74 chevaux. Donc cette moto n'est pas lente, si tu roules vite avec, sur la ligne droite, on avait plus de 200 km à l'heure au compteur. Sur la ligne droite finale, il y a un virage où avec cette moto, on rétrograde de 2 vitesses et on accélère à fond. Mais avec celle-ci, je fermais à peine les gaz, puis je les rouvrais à fond. Et à la sortie, je voyais 185. Donc dans le virage, il devait y avoir, je ne sais pas, 150, 160. Ce n'est absolument pas autorisé. Retour à R1. Pourquoi R1 au fait? R6. Ou ok, je parlerai de R1 et terminerai par R6. J'ai conduit beaucoup de vélos de course dans ma vie et écoutez, c'est tout simplement le vélo de course parfait. Cette moto et la R6, telles qu'elles sortent dans cette spécification JTR, elles sont prêtes à courir dans la catégorie stock FIM 1000 et 600. Il sera même possible, je ne sais pas si c'est déjà disponible, d'avoir des bouchons et des vis pré-percées pour le fil de sécurité. Donc cette moto, tu sors et tu peux déjà courir avec, elle est prête pour la compétition, car c'est tout simplement une machine de course parfaitement élaborée et réglée, à un tel niveau que tu dois vraiment être un pilote exceptionnel et très expérimenté pour ressentir qu'il te manque quoi que ce soit sur cette moto. Et ce qui pourrait surtout te manquer, c'est la connaissance de comment tout régler correctement. Ce qui ne m'a pas impressionné, c'est la puissance maximale, mais bon, c'est une R1, elle n'est pas la plus puissante et elle n'a jamais prétendu l'être. Nous sommes à Paul Ricard. Vous savez, c'est la ligne droite la plus longue. Nous avons roulé sur le tracé du Bol d'Or pendant 24 heures, donc on a une longue ligne droite. Je ne sais pas combien elle a, mais tu passes à la 5e, la 6e, le compteur t'affiche 299 et tu roules, 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 tu roules. Et vous sentez qu'à ce moment-là, à un moment donné, la moto s'est déjà arrêtée, a cessé d'accélérer. Eh bien, c'est tout. Mais en sortant d'un virage, en modulant l'accélérateur, les caractéristiques de ce moteur, la façon dont il vous sort de ce virage, c'est tout simplement génial. La réponse de l'accélérateur était parfaite. Nous avons eu une réponse courte de l'accélérateur. Nous ne pouvions pas utiliser le premier mode de puissance, mais j'ai découvert quel bouton change tout et j'ai utilisé le premier mode de puissance. Et la moto est agressive. Eh bien, assez agressive. En sortie de virage, il faut vraiment surveiller l'accélérateur, mais c'est une fusée. La façon dont elle en sort, et le fait que sur la ligne droite, eh bien, il n'y a pas de... Eh bien, alors, désolé. Apprends simplement à conduire. Moi, j'apprends à conduire. Et il ne s'agit pas seulement d'être la reine de la ligne droite, parce que ce n'est pas une moto lente en ligne droite. C'est juste qu'on parle de la comparer à, je ne sais pas, une BMW, une Panigale ou autre chose, qui tout simplement, au sommet, a plus de puissance. Mais avec ces autres motos, il me semble que je ne roulerai pas aussi vite dans les virages. Vous savez, il faudrait comparer les motos de course une à une, mais ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Parmi toutes ces motos, il me semble que c'est la plus mignonne, c'est-à-dire la R6. Comment elle rugit, comment elle roule, comment elle prend les virages, comment elle se conduit. Et c'est la moto dont j'ai peur que nous devions nous séparer le plus vite, car on ne peut plus l'acheter en version homologuée pour la route. J'espère qu'on pourra encore l'acheter en version piste pendant longtemps pour que je puisse enfin, je ne sais pas, économiser de l'argent, acheter cette moto et la mettre sur mon étagère. Et qu'elle soit un monument, un souvenir sur laquelle, de temps en temps, une fois par an, je ferai un tour et je la pousserai à 14 000, 15, 16 000 tours par minute et j'en serai vraiment heureux. Toute cette introduction, la poésie, le concept, c'est super parce que c'est unique.
Je suis une personne qui a déjà beaucoup roulé en moto sportive dans sa vie et je sais tout simplement que c'est sur circuit qu'elle procure le plus de plaisir. Et depuis longtemps, je ne roule plus en moto sportive sur la route, comme la plupart des gens en Europe. On arrête tout simplement d'acheter des motos sportives, donc ça ne vaut plus la peine de les produire. Mais nous continuons à rouler sur circuit, donc il est rentable de fabriquer des motos de piste parce que Yamaha ne veut pas, enfin je ne sais pas, enfin qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Elle veut avoir ses clients et gagner elle-même de l'argent sur ses pièces. Donc les motos préparées en Europe par des équipes de course conçues, la spécification, etc. Rien. Seulement si vous voulez rouler, alors montez et roulez. Et pour finir, une petite anecdote. Ils nous ont dit que l'un des arguments pour acheter directement une moto de circuit et non une moto de route à transformer, c'est que si tu achètes une moto de route et que tu la modifies, d'abord ça coûte plus cher parce que c'est le cas, et ensuite il te reste toutes ces pièces, ces phares, tous ces éléments pour la route, et tu ne sais pas où les ranger. Ça m'a fait un peu rire, mais ensuite j'ai pensé à tous les accessoires de route de différentes motos que j'ai chez moi, et je suis sûr que beaucoup d'autres personnes en ont aussi. Ou des pièces de motocross qui restaient de la moto, que j'ai construite pour le supermoto. Donc c'est un autre argument qui dit que c'est plus facile, parce que nous savons que personne ne vendra jamais ces carénages de route de toute façon, et ils restent là. Problème du premier monde. Oui, je le recommande. Andrzej Drzemulski. Non, je fais ça parfois aussi. Génial, vraiment des machines géniales. Oui, et sans stress. Je vous salue. Salut.